Et je pense aussi que, en tant qu'être humain, on n'aime pas seulement une œuvre. On aime connaître le processus créatif des artistes, on aime apprendre des petites anecdotes de tournage sur un film par exemple, c'est pareil pour les enregistrements d'albums. Alors évidemment, admettons que je lance ce morceau sur des plateformes de streaming et qu'il ait du succès, je pense que j'aurais des ennuis et ça serait mérité tellement c'est pompé de partout. Mais de toute façon, la question ne se pose pas. Parce que comme j'ai pas d'abonnement payant, je ne possède en fait pas les droits de cette création. En plus, on voit l'intelligence artificielle arriver dans notre vie. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, elle est un danger pour les auteurs? Elle est un danger pour les mauvais. Ok. Ce qui me bouleverse au fond des choses, c'est de savoir que c'est un humain qui l'a fait. Parce que je sais que si on fait ça, on partage en commun un conflit. On partage une souffrance, on partage un passé, une enfance. Salut les diggers. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet un peu particulier car il fascine autant qu'il inquiète. Et il est à l'origine de pas mal de controverses. Depuis l'apparition de ChatGPT, le Quidam a à sa disposition pas mal d'outils qui lui permettent de générer des images ou bien de la musique. Et ces outils vont bouleverser le marché et la manière dont on envisage la création à l'heure actuelle. Comme on est une chaîne qui parle de musique, on va s'intéresser principalement à des outils de génération de musique. Bon, je vous ferai pas l'affront de faire des tests sur Suno et puis de faire des comparaisons entre ça et la réalité parce que ça a été fait 1000 fois par des youtubeurs francophones et par des youtubeurs anglophones. Mais on va plutôt s'intéresser à comment ces outils fonctionnent et qu'est-ce que cela implique. Donc finalement, prendre du recul et découvrir les tenants et les aboutissants dans tel outil. Donc sans plus attendre, commençons. Ici, on va s'intéresser à des détails un peu techniques. Je vais essayer de vulgariser et de faire en sorte que ça soit compréhensible et digeste pour tout le monde, mais vous allez voir, tout va bien se passer. Vous avez très certainement entendu parler d'outils tels que Suno ou Udio pour générer de la musique, ou bien Midjourney, Leonardo, qui permettent de générer des images par intelligence artificielle. Ce sont en fait des outils qui fonctionnent sur le même principe. Mais pour revenir au cas de la musique générée par intelligence artificielle, il y a exactement deux manières de le faire. La toute première, c'est de générer des notes MIDI. Donc en fait, MIDI, c'est le protocole qui permet à tous les outils de communiquer les uns avec les autres. Et cette intelligence artificielle va en fait générer des signaux MIDI. En fait, pour être plus concret, elle va générer une partition qui va être compréhensible par des instruments virtuels. Donc on va avoir la génération de notes MIDI d'un côté qui vont être jouées par des VST, donc des instruments virtuels derrière. C'est par exemple le principe qu'utilisent des programmes tels que Aeva ou bien Seeds. C'est un principe qui est relativement facile à mettre en place parce qu'il ne demande pas de génération de musique à proprement parler. On génère en fait une partition qui sera ensuite jouée. Donc voilà, c'est une manière un peu imagée d'expliquer la chose, mais je pense que c'est assez clair. On parle ici de MIDI Generation, mais ce n'est pas sur ce principe que fonctionne Suno. La question principale c'est, j'ai une musique, comment je fais pour générer une musique qui lui ressemble? La réponse à cette question est la diffusion stable. Alors oui, ça a l'air assez compliqué, mais finalement c'est assez simple sur le principe. C'est un principe qu'utilisent des algorithmes tels que MusicGen ou bien AudioLM ou Refusion. Le principe de ce genre de génération de musique par intelligence artificielle, donc générer des sons, des formes d'ondes, ça va être de rajouter ou d'enlever du bruit. La diffusion, c'est la soustraction de bruit, et la refusion, c'est l'ajout de bruit. C'est un principe qui est aussi utilisé par les algorithmes de génération d'images. On va prendre une image, on va lui rajouter du bruit, et ensuite, avec ce qu'on a pu apprendre en ajoutant du bruit, on va le soustraire. Il faut que ce soit un bruit qui soit prédictible, donc par exemple un bruit gaussien. Mais comment mettons en place cet apprentissage? En fait, on va utiliser ce qu'on appelle des réseaux de neurones, qui sont en fait un ensemble de cellules qui ont des poids, c'est-à-dire des valeurs, qui vont être corrigées pendant l'apprentissage. En fait, c'est assez simple. Disons qu'on prend une image qu'ils doivent apprendre à reconnaître, et on va leur présenter tout un tas d'images, et ils doivent être capables de corriger ces petits poids, donc ces valeurs, en fonction des données qui leur sont présentées. Donc ces poids vont leur permettre de reconstituer des images ou bien des sons statistiquement parlant. Plus concrètement, ça ressemble un peu à ça. Ces algorithmes de génération d'images ou de sons fonctionnent avec un type de réseau neuronal assez particulier, le U-Net. Le U-Net est constitué de trois parties. La partie qui encode, donc c'est-à-dire la partie qui va recueillir les caractéristiques du signal en entrée, la partie décodeur qui, elle, va reconstituer ces caractéristiques qu'elle aura apprises,
et la partie en dessous qu'on appelle le bottleneck qui fait la connexion entre les deux. Bien sûr, on peut rajouter des couches de neurones parallèles qui, elles, vont permettre d'augmenter la précision de l'apprentissage du réseau neuronal. Donc avec un réseau neuronal très complexe, on va être capable d'extraire des données extrêmement fines, comme par exemple l'harmonie, le rythme, ou des variations qui ne sont humainement pas perceptibles, comme par exemple, je ne sais pas, la tessiture d'un chanteur, ou bien le corps d'un signal, par exemple d'un kick ou d'un snare, ou ce genre de choses. Ainsi, ce U-Net est parfaitement adapté à cette méthode de bruitage-débruitage. La partie encodeur va bruiter le signal statistiquement de telle manière à ce qu'elle reconnaisse les caractéristiques de ce signal. Ensuite, le signal va être complètement bruité au niveau du bottleneck. Et finalement, en remontant dans le décodeur, le réseau neuronal va débruiter le signal avec ce qu'il a pu apprendre au tout début et finalement reconstituer ce signal. Il aura appris comment reconnaître ce signal. Et hop, notre petit réseau neuronal devient un expert à la reconnaissance d'une image ou d'un type de son en particulier. Mais ce n'est pas tout. Du fait que cet apprentissage est statistique, le réseau neuronal, lui, va reconnaître certains signaux qui ne sont pas exactement comme ceux de la cible, ou même pas du tout, et va les transformer de telle manière à ce qu'ils coïncident avec la cible. Donc, par exemple, si notre réseau neuronal apprend comment reconnaître une snare, on va lui faire écouter, je sais pas, 10 000 snares, et puis on va lui faire écouter des signaux qui ne sont pas des snares, mais il va y avoir des moments, assez rares bien sûr, où il va reconnaître un signal, par exemple un kick, comme un snare alors qu'il n'est pas un snare, et il va le retransformer en snare, ce qui va donner un son très particulier. C'est une manière de simuler la créativité humaine. Mais le facteur limitant ici, c'est que l'intelligence artificielle ne va reconnaître que ce avec quoi elle a été entraînée. C'est pourquoi il faut l'entraîner avec énormément de données de telle manière à ce que ce qu'elle est capable de reproduire ou de créer entre guillemets ne soit pas une pâle copie de la cible. En plus de générer des musiques, ces algorithmes sont capables de faire bien d'autres choses. Par exemple, ils seront capables d'humaniser des signaux ou bien de corriger des signaux corrompus, d'améliorer la qualité d'un signal audio, par exemple faire un EQ ou un filtre automatisé sur un signal. Enfin bref, c'est tout un tas d'outils qui pourront être utiles pour le quidam, le producteur, l'arrangeur qui fait de la MAO, et lui permettre d'avoir des outils à sa disposition qui lui permettent d'étendre sa créativité. Et c'est là que c'est très intéressant, parce qu'en fait on remarque que ces outils ne sont pas là pour remplacer l'humain, mais plutôt pour l'assister, en tout cas au niveau où ça en est maintenant. Mais il faut s'intéresser un peu plus profondément à son fonctionnement. Il y a pour moi deux problèmes qui se posent quant à l'utilisation de tels outils. Le tout premier problème est d'ordre juridique, car oui, l'élément décisif pour pouvoir entraîner ces intelligences artificielles, ce sont les données. Malheureusement, Suno n'est pas très transparent par rapport à l'utilisation des données. On ne sait pas exactement quel dataset ils utilisent. Il semblerait tout de même qu'ils aient utilisé des musiques qui soient copyrightées, sans quoi il aurait été impossible de répliquer avec une précision aussi impressionnante les voix d'Ariana Grande ou bien de Frank Sinatra. Et bien sûr, ce qui devait arriver arriva, ces entreprises ont été poursuivies en justice par de grands labels tels que Warner Music, Universal Music ou bien Sony. Et ils avoueront finalement en août 2024 qu'ils ont utilisé des musiques qui étaient copyrightées. Mais ils se sont justifiés en affirmant que les batailles menées par ces labels étaient déjà perdues d'avance car il s'agissait du progrès. Donc oui, bien sûr, il y a une part d'éthique qui n'a pas été respectée par ces entreprises, Suno et Udio, car finalement, elles ont utilisé ces données qui ont été travaillées par des êtres humains, par des entreprises, des labels, avec des ingé-sons, des mixeurs, des arrangeurs, des chanteurs, des gens qui travaillent et qui cherchent à donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc bien sûr, de ce côté-là, ils ont tort. Mais du côté des labels, je pense qu'il y a aussi quelque chose de très intéressant à observer. Car finalement, l'industrie musicale actuelle est un marché, avec une offre, avec une demande. Donc finalement, on a un standard de ce qui peut se vendre et ce qui ne peut pas se vendre. Beaucoup d'artistes rentrent dans ces cases-là. Il y a aussi d'autres qui ne rentrent pas dans ces cases-là, bien sûr, c'est pas aussi simple que ça. Mais tout ça pour dire que ces labels ont participé à la création d'un genre de standard, de quelque chose qui se vend et que le public va très certainement apprécier et qui fera des sous. Et c'est très intéressant de voir que finalement, c'est ça que l'intelligence artificielle est capable de copier le mieux. Ce sont ces standards. Et c'est un peu comme si finalement l'arroseur était arrosé.
les grands labels en essayant de confiner cet espace de créativité, finalement, c'est dans ce genre d'espace que l'intelligence artificielle peut trouver son intérêt. Mais à l'heure actuelle, étant donné le flou juridique qui existe autour de l'intelligence artificielle et de la manière dont on génère ses musiques et de la manière dont on utilise les données en entrée, finalement, je ne recommanderais pas de l'utiliser pour des fins commerciales, même avec un abonnement premium chez Suno, car on ne sait pas ce qui arrivera à l'avenir. Mais pour le moment, on est encore très loin du grand remplacement de l'homme par la machine. En tout cas, c'est mon avis. Le deuxième problème est pour moi d'ordre purement idéologique. Finalement, quand on voit les vignettes des youtubeurs qui parlent de ces intelligences artificielles ou qui en font des tests, on voit tout de suite ce sensationnalisme, comme par exemple, voilà, oh là là, l'intelligence artificielle va nous remplacer, oh là là, mais c'est tellement impressionnant. Enfin, des réactions qui sont très exagérées. Et c'est à peu près la même chose qu'il y a du côté des journaux. On parle toujours de ce remplacement de l'homme par la machine. On parle aussi de la fin d'une industrie, on parle de tous ces aspects-là, mais finalement pour moi c'est que du sensationnalisme, parce qu'en ayant une vision un peu plus précise de la chose, on se rend compte cette technologie ne fonctionne absolument pas de la même manière que les êtres humains. Malheureusement, j'ai pu lire beaucoup d'avis sur les commentaires de ce genre de vidéos qui disaient que voilà, il y a des étudiants qui ont abandonné leurs écoles de graphisme ou bien leurs écoles de musique parce qu'ils considéraient qu'ils n'avaient aucun avenir dans ce marché à cause de l'intelligence artificielle. Bon, moi je trouve que c'est assez dommage, et c'est un débat éternel. D'ailleurs, il y a Étienne Guéraud qui a fait une vidéo là-dessus qui est absolument fascinante. Donc je ne vais pas rentrer dans ces débats philosophiques parce que j'ai clairement pas le niveau pour en parler. Par contre, je pense que ce qui est important, c'est de s'éduquer aux nouvelles technologies, essayer de comprendre leur fonctionnement, essayer de comprendre comment elles sont capables de simuler l'être humain. Et c'est là justement on arrive à être rassuré. Mais je pense qu'il ne faut pas désespérer. Il faut essayer d'avoir une compréhension un peu plus profonde de ce qu'est la création humaine et la création du point de vue de la machine. La création humaine, elle, est alimentée par le vécu, une soif de sens, une recherche finalement. Alors que la machine, elle, ne crée que par une anomalie statistique, ce qui est absolument pas la même chose et qui est même à l'opposé. D'autant plus que l'IA est entraînée avec un certain nombre de données et qu'elle n'est pas capable de créer en dehors de ce set de données. Donc finalement, il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter, enfin à mon avis. La création, c'est une affaire du vivant, car la création est conditionnée par le vécu et aussi et surtout par la mort, par cette notion de fin. Et la machine n'a pas cette possibilité de comprendre, de concevoir qu'est-ce que la mort, qu'est-ce qu'une fin, parce que c'est finalement ça qui fait de nous ce que nous sommes, des êtres vivants qui sommes là pour un temps limité, alors qu'une machine peut être là pour toujours. En bref, il s'agit juste d'outils qui sont là pour aider l'artiste ou même le quidam à explorer sa créativité, à essayer de créer un peu plus, mais ce n'est pas un remplacement, ce n'est pas non plus une manière de détruire le marché, parce que le marché trouvera toujours un moyen de s'adapter, et le marché c'est plus une affaire de sous qu'une affaire de créativité, c'est la définition même du marché il me semble. Donc il ne faut pas se laisser avoir par le sensationnalisme des médias, des youtubeurs, des influenceurs, des journaux. Ce sont des outils très très efficaces, qui sont vraiment impressionnants, mais cela reste que des outils. Et c'est pour ça qu'il faut essayer de les comprendre pour pouvoir justement remettre les choses à leur place. La créativité de l'être humain et l'aide que peut apporter l'intelligence artificielle au créateur. Voilà les diggers, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je voulais vous parler de ce sujet qui est fascinant à mon avis parce que à l'avenir, ça va être des problématiques auxquelles il va falloir s'intéresser, d'autant plus que ce sont des outils qui sont utilisés par des créateurs et au lieu d'être juste impressionné, je pense que c'est quand même plus intéressant de comprendre comment ils fonctionnent, de comprendre comment ils apprennent de nous pour justement arriver à les utiliser au mieux. Et quoi que vous fassiez, il faut toujours remettre l'église au milieu du village. Donc voilà, comme toujours, je vous invite à vous abonner à la chaîne ou à liker. C'est vous qui faites la force de cette chaîne et je vous en remercie. En attendant la prochaine, je vous dis ciao les diggers.